Si vous aimez mon contenu, je vous invite à me soutenir avec un don ou un visionnage de pub via Utip, et bien sûr, l'utilisation d'un casque audio ou d'un bon système de son est recommandée pour visionner cet épisode. On en entend peu parler, et pourtant le Canada et son agence spatiale ont contribué à presque toutes les grandes missions spatiales de l'histoire. Aujourd'hui, nous leur rendons justice au travers de cet épisode. Tout commence en 1957, année du coup d'envoi de la course à l'espace. C'est en effet en 1957 que Sputnik 1 devient le premier satellite artificiel en orbite terrestre, mais c'est aussi l'année géophysique internationale. Pour l'occasion, le Canada voit l'opportunité de s'insérer dans la recherche astronautique aux côtés des Américains. En 1956, la station de recherche de Fort Churchill a été transformée en centre spatial primitif afin de lancer des fusées-sondes. Avec l'aide de scientifiques et ingénieurs américains, le site de Fort Churchill installe plusieurs pas de tir pour les fusées Aerobee, mais aussi pour les Nike Cajun. Ces fusées-sondes ont pour but l'étude des couches supérieures de l'atmosphère. Pendant ce temps, à 2000 km de là, dans l'Ontario, l'année géophysique internationale permet de débloquer les fonds pour créer l'Observatoire des météores de Spring Hill, qui, comme son nom l'indique, étudie la rentrée des météorites dans l'atmosphère. Les résultats des lancements de fusées-sondes et l'étude des météorites permet au Canada des découvertes capitales en matière de recherche sur la haute atmosphère, mais aussi sur l'ionisation des objets rentrant dans cette atmosphère. Fort de la collaboration fructueuse en termes de science et d'ingénierie entre les États-Unis et le Canada, les liens de ces deux pays se renforcent d'autant plus lors de la création, en 1958, de la NASA. Même si les deux pays s'accordent sur une coopération spatiale, le Canada souhaite développer indépendamment un programme qui lui permettra de gagner de l'expérience en astronautique. La motivation n'est pas que scientifique pour le gouvernement canadien, puisque le développement de fusées, tout comme pour les Américains et les Russes, permet une avancée significative pour le développement de missiles pour la défense canadienne. Nous sommes en effet en pleine guerre froide, et les besoins tactiques des États-Unis et du Canada sont importants. Pour avancer plus efficacement, un accord de développement militaire bilatéral est signé entre les deux pays. L'année 1959 marque les vrais débuts du spatial 100% canadien puisque c'est le top départ du développement du satellite canadien Alouette 1, mais surtout les lancements de Black Brant, les premières fusées-sondes développées intégralement au Canada, dont les lancements ont lieu depuis la base de Churchill. L'année suivante, alors que les Américains déploient leur premier système de positionnement par satellite Transit, les Canadiens apportent à Transit 2A un détecteur de bruit cosmique. Et c'est la première charge utile canadienne en orbite terrestre. Leur contribution au programme spatial américain se renforce lors du programme Mercury, puisqu'à bord de la capsule qui permet à Alan Shepard de devenir le premier Américain dans l'espace, puis à John Glenn de se mettre en orbite terrestre, l'antenne de communication STEM est de fabrication canadienne. L'accord de coopération permet également au Canada de placer en 1962 leur premier satellite, Alouette 1, au sommet d'une fusée américaine Thor Agena. Et dans la nuit du 28 septembre 1962, en Californie, Alouette 1 est lancée et mise en orbite. À ce moment-là, le Canada devient la troisième nation à placer en orbite un satellite de sa propre fabrication, derrière l'Union soviétique et les États-Unis. Alouette 1 va devenir une preuve, s'il en fallait, du savoir-faire canadien en matière de spatial, puisqu'il restera actif 10 ans au lieu des 3 mois garantis de fonctionnement. Malgré ses succès, le gouvernement canadien ne voit pas trop l'intérêt de créer une agence spatiale nationale pour coordonner tout le spatial dans le pays. John Chapman, qui dirige le projet Alouette, essaie pourtant de convaincre le gouvernement, mais sans succès. En 1962, Ottawa décline la proposition. En conséquence, le Canada subit une fuite de cerveau aux États-Unis, où le spatial prend une dimension phénoménale après l'annonce par Kennedy d'un programme lunaire. Ce n'est pas pour autant le déclin du spatial canadien, puisqu'ils apportent au programme Apollo les pieds du module lunaire, conçu par Héroux, à Longueuil, près de Montréal. Ce partenariat est une réussite totale, et on peut même dire que grâce au Canada, les Américains se sont posés sur la Lune. Littéralement. Ce n'est pas le seul composant canadien sur un projet américain, puisque quelques années plus tard, les sondes Voyager partent à la conquête du système solaire, dotées d'une perche canadienne. Et fort de ses contributions importantes aux différents programmes spatiaux internationaux et son expérience en matière de satellites,
Le Canada devient en 1979 un État membre de l'Agence spatiale européenne, alors que le pays n'a toujours pas d'agence spatiale nationale et n'est pas non plus situé en Europe. Après le programme Apollo, les Américains mettent en place le projet de navette spatiale. Ce véhicule, qui doit servir au travail en orbite terrestre, ne doit pas seulement pouvoir mettre des satellites en orbite, mais aussi en capturer. En 1974, la NASA fait appel au Canada pour qu'il crée un bras robotique capable de remplir cette tâche. C'est la naissance d'un concept qui va révolutionner le travail spatial, le bras canadien ou Canadarm. À Brampton, en Ontario, la société Spar Aerospace développe un bras robotique à plusieurs axes d'une quinzaine de mètres de long pour la modique somme de 100 millions de dollars. C'est sûrement ce qui reste la plus grande contribution jamais apportée par le Canada à l'exploration spatiale habitée. Mais laissons un astronaute qualifié nous en parler. Qu'est-ce que c'est le Canadarm? C'est un bras mécanique qui ressemble à un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet, qui fait 15 mètres de long et qui permet, piloté depuis l'intérieur du cockpit de la navette, de faire des opérations d'assemblage, d'attraper des satellites, de relâcher des satellites, de déplacer des collègues en scaphandre. La NASA m'a affecté entre les missions à ce job, à mettre au point les améliorations de ce Canadarm. Donc comment ça marche? Je tiens 2 manches de pilotage. À droite, c'est un manche qui me permet de faire des rotations. Il y a 3 rotations dans l'espace possible. Il y a le tangage, donc en faisant du tangage sur le manche. Il y a le roulis, qui se fait en appliquant du roulis sur le manche de rotation. Et il y a le lacet, c'est tourné à droite vers la gauche. Et à gauche, c'est un manche de translation qui permet de déplacer le bras selon des translations pures sans changer l'orientation de l'extrémité du bras. Donc translation gauche-droite, translation haut-bas et translation avant-arrière. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le cockpit, avec un bouton rotatif, on peut choisir quel système d'axe à l'extérieur correspondent au mouvement de déplacement des manches. Par exemple, si je choisis les axes navette, c'est-à-dire que quand je fais un mouvement avant-arrière du bras sur le manche, le bras va se déplacer en avant-arrière selon l'axe de la navette. Mais si je suis en axe collègues en scaphandre, des collègues en scaphandre qui sont à l'extérieur, attachés au bras robotique, imaginez que le collègue, il me fait face, parce qu'il travaille sur un équipement du télescope spatial Hubble, par exemple, et il me dit de l'avancer de 1 pied vers l'avant. 1 pied vers l'avant pour lui, c'est pas 1 pied vers l'avant dans l'axe navette. Donc il faut que je choisisse des axes associés au corps de mon collègue. Donc voilà, quand je pilotais le bras robotique, dès que j'avais une demande de mon collègue, il fallait que je convertisse dans ma tête, je fasse ce qu'on appelle en mathématiques un changement de repère. C'est-à-dire, quelles actions sur le manche vont me permettre de donner le mouvement de translation et de rotation que mon collègue me demande. Si jamais une seule fois, je démarre un mouvement dans une direction différente de celle qu'il m'a demandé, je perds sa confiance instantanément. Donc, à chaque fois qu'il me demandait une commande, j'avais 3 questions qui venaient en tête. Quel système d'axe sélectionner avec mon bouton rotatif? Quel système de vitesse? Il y a 2 gammes de vitesse. Il y a les vitesses très fines, les verniers, et les courses, les vitesses très rapides. Et troisièmement, finalement, quelle action sur quelle manche pour faire ce qu'il me demande? Voilà, donc j'étais en transformation de système de coordonnées, comme disent les profs de maths, en permanence pendant 9 heures d'affilée, 3 jours de suite pendant mon 3e vol spatial. Donc voilà, j'étais bien câblé pour ça. Et pour moi, piloter le bras robotique canadien, c'est un peu aussi une forme de téléportation à la Star Trek. D'ailleurs, lors de mon 3e vol, il y avait un autre Américain très fanat de Star Trek avec qui on s'est mis d'accord pour utiliser le langage Trekkie. On avait prévenu le centre de contrôle pour pas qu'il ne soit surpris lorsque John à l'extérieur me disait Billy Bob, c'était mon surnom d'ailleurs, je n'étais pas là mais j'ai mon name tag Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute NASA. Billy Bob, téléporte-moi vers la baie numéro 9. Billy Bob, beam me up, voilà, comme on dit dans Star Trek. Et moi, je lui répondais copy John et energize now, et bzzz, avec le manche, je le faisais passer entre les 2 panneaux solaires, voilà. On a fait du Star Trek dans l'espace grâce au Canadarm. Dans le spatial, particulièrement habité, les échanges financiers sont rares entre les agences. En échange de 5 Canadarm, et vu l'incroyable succès opérationnel des premiers vols avec le bras canadien, la NASA offre au Canada la possibilité de faire voler leurs astronautes à bord de la navette. Les vols de navette démarrant au début des années 80,
les Canadiens lancent le recrutement de leur premier corps d'astronautes en 83. Sur 4400 candidats, 6 sont sélectionnés, 5 hommes et une femme. Et le 5 novembre 84, Marc Garneau devient le premier Canadien dans l'espace. Durant les mêmes années, un projet de station spatiale se met lentement en place, à l'initiative des États-Unis. La NASA demande au Canada de commencer à plancher sur un bras robotique plus grand, plus élaboré, et une base mobile capable de le déplacer le long de la future station. C'est les débuts du projet Canadarm2, et c'est une fois de plus Spar Aerospace, devenu MDA, qui se charge de développer le concept, avec un budget de plus d'1 milliard de dollars. Pendant ce temps, le bras de la navette est un succès total et se révèle un élément crucial des missions. En échange, les astronautes canadiens ont hâte de voler à nouveau. Mais l'accident de Challenger en 86 met un frein aux vols spatiaux. En attendant, l'Agence spatiale canadienne est finalement créée en 1989, avec le siège qui s'établit à Saint-Hubert, dans la périphérie de Montréal, malgré de vives objections de la part des industries aérospatiales canadiennes, majoritairement basées dans la région d'Ottawa. Le centre prend le nom de John Chapman, considéré comme le père du spatial canadien, ayant travaillé sur les premiers projets spatiaux du pays et ayant milité toute sa vie pour la création de l'agence. Mais le spatial habité canadien est toujours en stand-by. Il faudra attendre 1992, soit 8 ans après le premier et seul vol d'un Canadien, pour que Roberta Bondar devienne la première Canadienne dans l'espace, suivie quelques mois plus tard par Steve McLean. En 92 également, avec les vols à venir, l'agence recrute 4 nouveaux astronautes, dont certains noms vous sont sûrement familiers. Dave Williams, Mike McKay, Julie Payette et Chris Hadfield. 3 d'entre eux voleront effectivement dans l'espace, Hadfield étant le seul astronaute canadien à visiter Mir, Hubble et la Station spatiale internationale, en plus d'être le premier Canadien à sortir dans l'espace. L'ISS se dote de 3 systèmes robotiques canadiens travaillant ensemble, la base mobile du Canadarm, le Canadarm, et Dextre, qui est une sorte de robot astronaute capable de remplir des tâches de précision, piloté depuis la station ou le sol. L'accord de coopération spatiale entre le Canada et les autres agences mondiales n'aura jamais été aussi fructueux. Sur le plan du spatial non habité, le Canada continue de gagner ses lettres de noblesse en matière de conception de satellites ou de certains de leurs composants, particulièrement dans tout ce qui touche aux communications et à l'observation de la Terre. Parmi tous les grands projets canadiens, on peut citer Radarsat, une constellation de satellites de télédétection, si efficace que 30 ans après les débuts du programme, la constellation continue à augmenter son nombre en orbite, avec notamment un lancement qui a eu lieu cette année. En 2003, le Canada envoie son premier télescope spatial, MOST, qui fera parler de lui quand il découvrira que l'étoile Procyon n'oscille pas, un fait qui contredit totalement les prédictions scientifiques. Des instruments canadiens se retrouvent à bord de Phoenix sur Mars, à bord des télescopes spatiaux Herschel et Planck de l'Agence spatiale européenne, mais aussi à bord du rover Curiosity sur Mars ou de la sonde Osiris-Rex à destination de l'astéroïde Bennu. L'Agence spatiale canadienne fournit également un système de pointage stellaire pour le télescope spatial James Webb, futur successeur du télescope Hubble. Sans ce système et son extrême précision, il serait impossible au télescope spatial de savoir où il regarde. Aujourd'hui, le drapeau canadien est sûrement le drapeau le plus photographié dans l'espace puisqu'il a arboré tous les bras canadiens des navettes et de la Station spatiale internationale. Le pays, qui a mis beaucoup de temps avant de finalement structurer son agence spatiale, a tout de même accompagné les projets de presque toutes les agences du monde. En plus d'une expertise en matière de robotique, le Canada a fait émerger une génération d'astronautes brillants et dont certains ont marqué le monde de par leur communication, comme Chris Hadfield, chantant du Bowie à bord de l'ISS. Bien que géographiquement en Amérique du Nord, ce pays est un membre déterminant de l'Agence spatiale européenne, en particulier pour ce qui concerne les satellites d'observation de la Terre et son climat. Et d'ailleurs, l'espace a permis à une scientifique d'accéder à la plus haute fonction du Canada, puisque depuis 2017, Julie Payette est la gouverneure générale du Canada, pour faire simple, le bras droit de la reine Elisabeth II dans le pays, auquel le Premier ministre Justin Trudeau a prêté allégeance. Bien que dans des fonctions politiques, Payette n'a pas oublié ses anciennes années de scientifique et astronaute, comme en témoignent ses armoiries. L'Agence spatiale canadienne continue de recruter des astronautes et met un peu plus l'accent sur la parité avec un homme et une femme recrutés en 2017.
Le futur de l'exploration habitée canadienne se trouve désormais autour de la Lune, puisque l'agence spatiale développe actuellement avec MDA ce qui donnera le Canadarm3, qui sera installé à bord de la future station cislunaire internationale, ou la LOPG, ce qui devrait donner un ticket pour l'espace à cette nouvelle génération d'astronautes canadiens et québécois. J'espère que vous aurez aimé cette courte vidéo, je sais, elle est un peu plus courte que les autres, et forcément il y avait beaucoup de choses à dire, donc voilà, j'ai essayé de faire les choses chronologiquement, vous me direz ce que vous en pensez. Je remercie l'Agence spatiale canadienne de m'avoir accueilli à Saint-Hubert, c'était une visite courte mais intense, et vraiment très cool, j'ai hâte de revenir les voir pour approfondir un petit peu plus l'histoire de leur agence. Merci également à David Lobjoie et Marie-Ange Sanguy pour m'avoir aidé pour faire notamment cet épisode, mais aussi pour plein de choses par rapport au Canada. Et merci à vous aussi de regarder mon contenu et de me soutenir, notamment sur Utip, mais me soutenir aussi par vos commentaires, par vos likes, par vos abonnements, ça fait vraiment plaisir et ça aide. Surtout, ça aide. Bien sûr, on reparlera du Canadarm, bien sûr, on reparlera de pas mal de choses dont on a parlé dans cet épisode. Là, c'était vraiment un épisode sur l'histoire du programme spatial canadien. On entrera dans les détails dans d'autres vidéos. Faudra attendre quand même parce que j'ai quand même d'autres vidéos en priorité. J'ai des dizaines de vidéos de toute façon en priorité, c'est assez compliqué. Bref, je m'étale pas plus, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bon, j'aurais pu finir sur lui, mais bon.